Bom dia, ao vivo na TV 247, recebendo aqui Florence Bayon, presidente da Associação Français du Monde, que reúne os franceses em outros países, e que é candidata a deputada pela França. Pela segunda vez ocorre essa eleição, uma eleição onde votam os franceses que vivem na América Latina, em todos os países fora da França, mas ela é candidata a uma vaga para a América Latina e Caribe. Bom dia, Florence, obrigado por falar conosco. A primeira pergunta que a gente faz, que será traduzida, diz respeito a essa eleição. Quer dizer, por que você é candidata e qual que é a sua relação histórica com a América Latina? Pourquoi tu es candidate et quelle est ta relation historique avec l'Amérique latine? Bonjour, merci, merci de me recevoir et merci de me traduire. En effet, les Français d'étrangers ont la possibilité pour la deuxième fois d'élire des députés qui les représentent et qui représentent la circonscription dans laquelle ils se trouvent. Donc en fait ce sont des élections qui correspondent aux élections françaises avec ces représentants des Français d'étrangers. C'est extrêmement important parce que le message qu'envoie la France, c'est de dire qu'on est français, qu'on habite en France, qu'on habite où qu'on soit dans le monde, on fait partie de la communauté nationale et à ce titre on a donc le droit d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale qui porteront à la fois des dossiers qui concernent les Français de l'étranger, mais qui aussi, comme tout député français, vote le budget, vote la confiance au gouvernement et contrôle l'action gouvernementale, ce qui est l'action d'un député. São quantos eleitores aqui na América Latina para esta eleição? Il y a 101 Français environ qui vivent en Amérique latine et qui sont inscrits sur les listes en Amérique latine, ce qui correspond à peu près à 77 000 votants pour cette circonscription. Existe mais ou menos 100.000 franceses que moram na América Latina e, oficialmente, 76.000 estariam inscritos nas listas eleitorais. E quantos costumam votar? Em 2012 foi bastante pouca gente, foi aproximadamente 15%. 15%. Agora, eu gostaria de perguntar, Florence, quer dizer, como que a França hoje vê a situação na América Latina? Quer dizer, onde houve, na nossa visão, um golpe de Estado no Brasil, un coup parlementaire, c'est ce qu'on dit ici au Brésil, onde também houve uma ascensão de uma nova direita eleita na Argentina, há muita pressão sobre a Venezuela. Qual que é a visão da França de maneira geral e a sua visão particular? Quelle est ta vision sur la réalité d'Amérique latine dans laquelle, par exemple, au Brésil, il y a eu un coup d'État promu par les parlements et il y a eu également l'élection d'un homme de droite en Argentine. Muita pressão na Venezuela. Et beaucoup de pression sur le Venezuela. Quel serait ton point de vue? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a deux niveaux. Il y a d'abord le fait que les communautés françaises à l'étranger sont souvent influencées par ce qui se passe dans les pays dans lesquels ils résident, notamment parce qu'en Amérique latine, on a énormément de binationaux, de familles binationales, ou de latino-américains qui ont acquis la nationalité française, etc. Ce qui veut dire que c'est une communauté en particulier qui est intégrée dans la vie quotidienne, dans la vie politique aussi, de ces pays-là, ce qui n'est pas forcément le cas d'une communauté en Asie, d'une communauté française en Asie par exemple. Donc il y a une influence directe sur la situation politique. Por favor. Está explicando que o caso dos franceses que moram na América Latina é particular. Em geral, são pessoas que têm vínculos com o país no qual moram, ou são simplesmente binacionais. Porque muitos casaram com franceses ou com francesas, como ela é. Ou seja, aqui, e por isso se envolvem mais na situação política. Segunda ou terceira geração. Esse é um fato objetivo e desde esse ponto de vista a reação deles está ligada a lo que uma parte da população de cada país expressa como opinião política. Em particular aqueles que estão em torno da comunidade francesa. E temos que reconhecer que, em geral, são as classes médias altas. Perfeito, mas e a sua visão sobre o processo político no Brasil, por exemplo, mais especificamente? Ton opinion sur le procès politique au Brésil, la destitution de Dilma Rousseff et ce qui acontece aujourd'hui. Et justement, c'est par rapport à cette présence de la communauté française en Amérique latine est passée plus à gauche ces 10 dernières années, c'est ce que je voulais juste terminer de dire,
justement sous l'influence de la présence de gouvernements progressistes en Amérique latine. Donc il y a eu quand même ce phénomène. Il dit que anglismo dice que tiene una progresión hacia la izquierda de los franceses que moram na América Latina, influenciados por el fato de que existiam vários governos progressistes de esquerda na América Latina e com bons resultados também. Et aujourd'hui c'est différent. Justement, avec un retour, on voit bien que dans de nombreux pays d'Amérique latine, la droite revient aux affaires, après en avoir été écartée, parce que c'est vraiment ça. Par rapport à la France, la vision de la France sur l'Amérique latine, c'est aussi important. On ne fait pas partie de l'agenda prioritaire du gouvernement français, quel qu'il soit, de droite ou de gauche. L'Amérique latine, c'est pas ce qui intéresse en premier lieu. Acho que é importante esclarecer, ela dizia, quer dizer, que a América Latina não é uma agenda prioritária dos governos franceses de forma geral, mais de toute façon, quand nous avions Lula comme président, ils étaient très proches aux Français. Avec Sarkozy, il y avait des projets communs. Eu dizia que também, quer dizer, com Lula houve vários projetos comuns entre o Brasil e a França. A senhora avalia, quer dizer, que isso pode ser retomado em breve? Por favor. Il te demande si, parce que le Brésil a eu de très bons rapports avec la France, même étant Sarkozy le président français, à la période de Lula, si tu penses que cette proximité peut revenir aujourd'hui ou dans quelques temps, c'est-à-dire un rapport privilégié entre le Brésil et la France. Ça voit l'Amérique latine comme des pays où ça bouillonne, où ça change beaucoup. Ce qui n'est pas forcément l'adaptabilité au changement et pas forcément une qualité française. Donc ils sont extrêmement prudents quand même par rapport à ce qui se passe. Et je pense qu'effectivement, le Brésil reste vraiment un élément important de la coopération française en Amérique latine pour beaucoup de raisons. Je pense qu'en fait, pour l'instant, c'est comme suspendu jusqu'à ce que la sortie politique Então, do Brasil. Só traduzindo, ela dizia, quer dizer, que um fator importante é a estabilidade, quer dizer, que os franceses são prudentes. Ele está explicando que os franceses estão suspendidos, esperando que a situação política de Brasil seja esclarecida ou restabelecida. Ou restabelecida. Ou restabelecida, para voltar a ter relações privilegiadas com este país. A visão de vocês, ou a sua visão sobre o que aconteceu no Brasil, foi de um golpe de Estado? Ah oui, ma vision personnelle, absolument. Absolument. Ela reconhece que para ela, aqui em Brasil, existe golpe de Estado. Absolument. Et ce n'est pas le seul exemple. On voit bien la reconstruction de la droite. C'est pour ça que je disais, elle revient aux affaires en Amérique latine. Ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé au Pérou, ce qui s'est passé en Équateur. E essa é uma visão generalizada na França também, só para não perder esse ponto. Quer dizer, por exemplo, porque essa visão de que houve um golpe de Estado no Brasil, ela começa a se tornar dominante entre os brasileiros, mas não era assim. Agora, no estrangeiro, à l'étranger, a impressão que a gente tem é, quer dizer, que já está consolidada essa percepção de que houve um golpe. Quer dizer, eu queria que a senhora falasse assim, quer dizer, olha, se essa visão sua, pessoal, também é a visão predominante entre os franceses. Il te demande si ta position au sujet de ce qui est arrivé ici au Brésil aujourd'hui est partagée par la population française, c'est-à-dire si les Français ont compris, ont perçu qu'ici il a eu vraiment un coup d'État. J'en suis pas convaincu. Je pense qu'on a une perception plus fine parce qu'on habite sur le continent, donc on a une meilleure connaissance des processus politiques des pays voisins. En plus, il se trouve que moi j'ai travaillé sur l'intégration régionale, donc les relations avec le Brésil à travers la UNASUR qui siège à Quito, etc. On a une perception qui est plus fine que la population française. Mais ce que je crois, c'est qu'aussi en vivant ici, nous savons tous, et vous qui êtes journalistes, le poids des médias et du message médiatique dont on est victime en Amérique latine et qui est complètement Ela tocou num ponto importante, quer dizer, que é a influência negativa exercida pelo poder dominante dos meios de comunicação e de como isso distorceu a visão geral sobre o processo político. Eu queria perguntar uma coisa sobre o Equador. Nesse mundo da América Latina, indo para a direita, vamos dizer assim, o Equador foi um ponto fora da curva. Onde ela reside. Onde você reside. Como que a gente explica, qual a explicação que a gente tem para essa coisa importante que aconteceu no Equador, que foi a vitória
da continuidade do governo do Rafael Correa. Como é que explica isso, sendo que essa coisa foi difícil no nosso país? Como é que... Il te dit qu'en observant la situation de l'Équateur, ce pays apparaît comme une exception parce qu'à la place de virer à droite, oui, il a consolidé un gouvernement progressiste de gauche en élissant les successeurs de Correa. Comment tu expliques cette situation? Quel est le motif qui a permis que les pouvoirs continuent à gauche en Équateur? Déjà, il y a l'antécédent, c'est que Rafael Correa a gagné 7 fois, grandement, 7 élections de suite. C'est absolument exceptionnel. Donc c'était quand même, de toute façon, un processus consolidé. Mais si on regarde la différence du nombre de votes, finalement, si on regarde la différence du nombre de votes en Argentine, je veux dire, la différence entre le gagnant et le perdant est minime. Donc de toute façon. Et en Équateur aussi. Et en Équateur, ça a été minime. Ça a même fait l'objet d'accusations de fraude, qui est un grand classique de la droite latino-américaine, en général, qui annonce la fraude avant même qu'on ait commencé à pouvoir voter. Donc la différence est minime. Par contre, il y a eu un phénomène qui était similaire à celui du Brésil, c'est-à-dire que les petites classes moyennes qui, grâce à des gouvernements progressistes, ont eu accès à une meilleure qualité de vie. Une fois qu'elle a accès à cette meilleure qualité de vie, elle ne vote plus. Elle passe à droite. Elle passe à droite. Ela falou uma coisa muito interessante, só traduzindo aqui, Paulo. Quer dizer, ela disse que o Rafael Correa, quer dizer, ganhou 7 eleições consecutivas, seja presidenciais, legislativas, e nessa última eleição, embora tenha ganhou por uma margem muito pequena, ou seja, poderia ter perdido, como a esquerda perdeu na Argentina. E ela falou de um fenômeno que é interessante, que é, bom, a nova classe média, ela cresce sob governos progressistas, mas depois passa à direita. E é o que aconteceu aqui também. É favorecida por políticas. E o porquê desse fenômeno? Quer dizer, por que existe essa migração? Quer dizer, essa nova classe média, ela se sente proprietária de alguma maneira? Quer dizer, por que há uma mudança? Por que essa mudança, exatamente? De percepção. Aqui em Brasil? Non, en Équateur, en Amérique latine en général. Pourquoi ce changement, à votre avis? Alors, les gens qui ont une croissance sous le gouvernement de gauche passent à droite, tournent à droite. Parce que malheureusement, je pense que, et c'est le cas en Équateur, déjà, c'est une amélioration de leurs conditions de vie, mais qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas pleines de sens. Enfin, c'est un accès, un meilleur pouvoir d'achat, par exemple, ce qui n'est pas forcément suivi d'une qualité culturelle, d'un niveau intellectuel qui suit aussi avec ça. Et ce qui est intéressant en Équateur, en tout cas, c'est que, bon, on peut discuter si c'était un gouvernement de gauche, si c'était un gouvernement progressiste, bah oui, on peut en discuter, pas forcément sur tous les sujets. Mais ce qui est vrai, ce qu'il faut reconnaître à Rafael Correa, que même l'opposition reconnaît, c'est d'avoir modernisé l'État. Donc en modernisant l'État, qui en avait vraiment besoin, en lui redonnant un rôle central, ce qui me semble, moi, un impératif dans de nombreux pays face à un système capitaliste sauvage, en redonnant ce rôle à l'État, en tout cas, les classes populaires ont continué à le soutenir jusqu'au bout, parce qu'elles ont eu accès à des livres gratuits pour l'école, aux services basiques pour leurs enfants, à une meilleure qualité dans leur quartier, etc. Pas au pouvoir d'achat, à une meilleure qualité de vie. É muito importante traduzir esse ponto, quer dizer, porque ela falou, quer dizer, que a questão em muitos países da América Latina se limitou a um ganho de poder de compra, mas não necessariamente a uma melhor formação cultural e formação política. No Equador, ao contrário, quer dizer, houve, além do melhor poder de compra, também uma, vamos dizer assim, modernização do Estado e um aperfeiçoamento cultural, vamos dizer assim, quer dizer, melhor acesso a bens culturais, livros, enfim, quer dizer, isso de alguma maneira contribuiu para a formação política no país. Et de la même façon, il y a eu une grande réforme de l'enseignement supérieur, ce qui veut dire qu'il y a des groupes historiquement marginalisés en Équateur qui ont eu accès à l'enseignement supérieur, et donc on a toute une ressource humaine, puisqu'il y a beaucoup de jeunes en Amérique latine, c'est la première génération à avoir accès à l'université, et il y a eu tout un système de soutien financier, puisque ce sont en général des jeunes qui font vivre aussi leur famille, pour leur verser un salaire, pour qu'ils puissent aller... La même chose au Brésil, voilà. mais parfois les gens n'ont pas été reconnaissants. Voilà, je sais que c'était la même chose au Brésil. É que a notícia que a gente tem é que o presidente Rafael Correa teve uma postura em relação aos grupos de mídia um pouco mais altiva do que no Brasil. No Brasil, mesmo o governo Lula, ele praticamente manteve intocado o monopólio dos grupos de mídia. No Equador, como é que foi isso?
é importante perguntar, quer dizer, porque como ela falou do poder da mídia na América Latina, como que foi a relação entre Rafael Correa e os grupos de comunicação e qual a importância disso? Bon, lui, il rappelle que malheureusement ici au Brésil, Lula n'a pas touché aux médias, il n'a pas exigé une certaine transparence, la déontologie nécessaire des médias. Tandis que, apparemment en Équateur, Correa, il a eu le courage d'affronter les médias pour éviter qu'il continue à publier des informations avec une fausse perception de la réalité. Quel est ton point de vue là-dessus? Il y a eu un vrai travail parce que les médias... Regardez le travail. Les médias appartiennent aux banques. Ouais. C'est ça la réalité de l'Amérique latine, bon, même de l'Europe. Hein. Les médias appartiennent aux banques. Or, en Équateur, il y a eu une crise bancaire puisque les banquiers sont partis, avec toutes les retraites, avec tout l'argent de l'État, sont partis à Miami. Et ils étaient aussi propriétaires de 250 entreprises, dont un certain nombre de médias, la télévision, qui est quand même le média qui... Une sorte de colonie. Ah, mais complètement. Et Rafael Correa avait promis lors de sa première élection qu'il ferait revenir cet argent et on saisirait tous les biens de ces gens qui sont partis avec l'argent. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et ces médias sont devenus des médias publics, ce qui n'existait pas en Équateur. À travers ces médias, on a créé des médias publics pour la première fois dans l'histoire de l'Équateur. C'est important de traduir. Bom, ela apontou uma questão muito importante aqui sobre o Equador, que assim, quer dizer, como no Equador, mas na América Latina inteira, os meios de comunicação, em geral, são controlados pelo sistema financeiro. Quando o Rafael Correa se elegeu, quer dizer, vários representantes da elite equatoriana, quer dizer, pegaram seu dinheiro, foram para Miami e tal, inclusive donos dos meios de comunicação. E que o Rafael Correa, logo que assumiu pela primeira vez, tinha como promessa, mas tomou decisões concretas no sentido de recuperar esse dinheiro que havia sido expatriado e também criou um sistema público de comunicação. E como funciona esse sistema público de comunicação no Equador, que foi criado ali? Quer dizer, como se chama esse sistema público? Só perguntar a pergunta. Por favor. Foram os antigos veículos que ele expropriou ou ele criou veículos novos? Como é que foi isso aí? Porque é muito interessante. Eu estive na Venezuela, eu vi que também foi uma confusão, mas enfim. Como é que foi no Equador? C'est les mêmes médias des banques et des oligarques qu'il a expropriés, où il a créé des nouveaux moyens de communication. Les deux choses. Mais je vois que j'ai affaire à des journalistes latino-américains parce que vous ne me posez des questions que sur l'Équateur. Il faudrait quand même parler des élections françaises. Non, on va pas. Après, on peut continuer. Non, en fait, les deux choses. Et c'est extrêmement important. Mais comme ça, vous aurez des votes ici. Hein. Au moins de nos lecteurs. Des binationaux. Non, il a fait les deux choses, mais c'est extrêmement, encore une fois, c'est remettre aussi l'État au centre. Au centre de la vie d'un pays. Ces médias publics, il a fait la télévision, la presse, la radio, enfin, c'est vraiment extrêmement complet. Il a aussi, parce qu'une des caractéristiques de Rafael Correa, enfin sa façon d'opérer en politique, ça a été de s'attaquer à chaque secteur, les uns après les autres, hein, c'est pour ça qu'il s'est aussi ouvert beaucoup de fronts et fait beaucoup d'ennemis, mais de s'attaquer à chaque secteur en faisant le choix de la régulation des secteurs. Alors ça a parfois des effets collatéraux qui n'étaient pas souhaités, mais en tout cas, c'est la seule façon, on le voit avec la mine, les propriétaires de mines, tout était au plus offrant. Donc les médias, il y a eu un vrai travail pour des médias publics de qualité, qui sont vraiment, en plus, vraiment reconnus comme des médias de qualité pour avoir une information indépendante, en tout cas. Et donc certains ont été pris à ces banquiers qui sont deux frères, au banquier Isaías, et d'autres ont été créés. Et aussi, il y a eu le vote de la loi de la communication, qui n'est pas passé sans mal, évidemment, qui a été polémique, mais en tout cas, qui, par exemple, aussi a permis de revoir toutes les fréquences radio, une par une, de demander aux radios de présenter un dossier, d'expliquer qui ils étaient, etc. Parce que ça aussi, ça a été attribué au hasard, en fait. Muito importante traduzir aqui, quer dizer, ela falou, quer dizer, que não só ele retomou meios de comunicação que eram privados, como criou meios novos. E também aprovou uma lei de meios, como se fez na Argentina, uma lei que passou com dificuldades, mas que abordou todo o espectro da comunicação. Rádio, televisão, jornais. E nas rádios, quer dizer, todas as frequências foram vistas uma a uma, quer dizer, cada uma tinha que apresentar um dossiê, quer dizer, e tinha que se discutir a questão da propriedade, porque, se não me engano, quer dizer, ela mencionou que lá isso era usado como moeda política.
como aqui no Brasil, quer dizer, onde as rádios são concessões políticas. Mas vamos falar da eleição francesa. Só mais uma pergunta, porque isso é muito importante isso. É uma coisa que alguém fez assim. Como é que é a questão da concentração da propriedade? Como é que ficou? Porque no Brasil uma grande questão é que você tem, pela lei ou não é pela lei, legalmente, você tem o mesmo grupo é dono de um jornal, de uma rádio AM, de uma rádio FM, de um jornal do interior, um jornal de bairro. Então você uma tem cadena de rádios, uma cadena de televisão, uma cadena de Você rádios. controla tudo numa cidade, tudo no estado, tudo no país. Como é que é a concentração de propriedade no Equador? Assim, só para... Como é que era e como Comment elle était structurée cette propriété des médias de communication en Équateur? La concentration du pouvoir. Alors, parce que tout simplement, à la différence de la France, où le monopole, on lutte contre les monopoles, difficilement, mais on lutte contre les monopoles. En Équateur, si on a de l'argent, on achète une usine de chaussures, une radio, une télévision. Enfin, on peut. C'est des monopoles de famille. En plus, c'est des familles qui ont les mêmes journaux pendant longtemps. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qu'a fait Correa, c'est que Rafael Correa, tous les samedis matins, fait une sabatina. Il a fait la dernière samedi dernier, qui est extrêmement intéressante dans la partie en particulier où il rend compte de l'action du gouvernement. Ce qui est, je pense, un travail. C'est les gens du peuple qui l'interrogent. Citoyen, vraiment de dire tout ce que fait le gouvernement. Donc ça a été intéressant. Et dans ces sabatinas, il s'en est beaucoup pris aux médias. Et dans le sens où, de manière très pédagogique, on explique que, par exemple, je ne sais pas, le gouvernement a fait telle action avec tel montant. Et on voit, à ce moment-là, à la télévision, il explique lui en disant, vous voyez, moi j'ai, je sais pas, investi 20 millions dans des écoles, des lycées, etc. Or, dans la presse, il est écrit, regardez, c'est écrit là, à la télévision, le journaliste dit que j'ai en investi que 2. Eh bien, c'est pas vrai, c'est faux. Et en fait, ils ont fait tout un travail le samedi matin, alors, par la télévision, parce que c'est le moyen le plus populaire qui arrive aux gens, d'expliquer, de démontrer la politique d'un gouvernement et aussi l'action des médias contre cette action gouvernementale. Perfeito. É muito importante dizer isso, quer dizer, ela destacou aqui, quer dizer, que o Rafael Correa criou um programa de fazer sabatinas semanais. Então, uma vez por semana, ele reunia uma televisão pública, mostrava suas eventuais realizações e mostrava a maneira como isso estava sendo retratado pela imprensa local. Ou seja, ele dizia, bom, eu fiz isso aqui, investi 20 milhões, mas aqui eles estão dizendo que são 2. Não, não é verdade, são 20. E assim ele fazia o confronto direto. Mas eu queria te perguntar, Florence, quer dizer, sobre essa eleição francesa. Você sendo eleita deputada dos franceses para a América Latina, qual será a sua atuação? Porque você não vai estar mais na América Latina, você vai para Paris, para a Assembleia Nacional. O que os franceses e os não franceses também, o que a América Latina pode esperar de você como deputada? Qu'est-ce que l'Amérique latine peut attendre de votre mandat? Il te dit quelque chose qui n'est pas exact, c'est-à-dire qu'une fois que tu serais élu député, tu partiras, tu resteras à Paris. C'est pas vrai? Non, parce qu'il continue mas eu achava que era... Mas ela não vota lá? Mas sua base é Paris. Sim, lógico. Votar na Assembleia. Tem a obrigação de participar nas comissões de trabalho da Assembleia, nas sessões plenárias, mas os deputados franceses estrangeiros vivem viajando. Ok. Bom, agora ele pergunta, ele te demanda, quelle sera ton attitude si tu es élu député française pour le territoire de l'Amérique latine, en rapport à ces continents et aux relations qui devraient exister entre la France et l'Amérique latine? Alors déjà, effectivement, si je suis élu, je suis basée à Paris. Les députés, effectivement, des Français de l'étranger ont droit à plus d'absence, puisqu'il faut qu'ils parcourent leur circonscription. Et je pense que c'est essentiel. Enfin, il ne s'agit pas de se faire élire pour aller à Paris et oublier d'où on vient. Moi, je suis une candidate du terrain. Je ne suis pas parachutée par un parti politique. Je ne suis pas venue une semaine en vacances à Cancun et je ne me suis pas décidée pour être députée. Je suis spécialisée de l'Amérique latine. J'habite en Amérique latine. Je sais ce que c'est la réalité d'une Française d'Amérique latine avec les enfants au lycée français, trouver un travail, avoir des papiers en règle quand on n'est pas d'ici, etc. Tout ce qui concerne un Français d'Amérique latine. Une fois élu à Paris, il y a plusieurs aspects. Il y a, comme je disais, le même travail qu'un député national de vote des lois du gouvernement, enfin, etc., de cette relation au gouvernement. Ça, c'est une première question, vu qu'on a, a été élu le président Macron, qui n'est pas
représentant de mon parti politique, donc déjà j'ai une position par rapport à ce que proposera ce gouvernement-là en particulier. Ensuite, je pense que c'est important de continuer à travailler sur les sujets qui intéressent les Français d'Amérique latine, c'est-à-dire l'accès au lycée français, puisque l'éducation est gratuite en France mais pas à l'étranger, la fiscalité par exemple, les études, l'enseignement supérieur pour les Français, tout simplement. Quand on est un Français binational et qu'on a toujours vécu au Brésil, au moment où on veut aller faire ses études en France, on n'a pas de numéro de sécurité sociale français, puisqu'on n'a jamais vécu en France, et pourtant on est un Français. Donc tous ces sujets vraiment de la vie quotidienne qui intéressent les gens, qui votent pour quelqu'un qui s'intéresse à ça. Et le troisième volet, ce sont les relations de la France comme État, comme pays, comme gouvernement avec l'Amérique latine. Okay. Et j'espère bien, justement, par rapport à ce que je disais au départ, pouvoir nous remettre plus au centre, en tout cas sous le regard de l'État français. Alors, je vais traduire un peu ici. Bon, elle disait que... aliás, ela dizia que a atuação dela vai ser muito voltada para os interesses dos franceses na América Latina, o que passa pela educação, pela questão fiscal, ensino superior, acesso a vários, vamos dizer assim, quer dizer, serviços públicos, quer dizer, o fato, quer dizer, de que os franceses que vivem na América Latina muitas vezes não têm nenhum número de seguridade social quando voltam à França, mas também, quer dizer, que a atuação dela não é voltada só para os franceses que vivem na América Latina. Ela também vai tentar colocar a América Latina no centro da agenda francesa. E quantos candidatos são? C'est combien de candidats? Pour cette circonscription, 19. 19 candidatos para uma vaga agora no dia 3 de junho. Esse é o primeiro turno, depois tem o segundo turno. Aí há 2 ou 3. Aí vão ser 2 turnos. Agora, eu queria te perguntar então, porque isso chamou a atenção de uma maneira bastante forte aqui no Brasil, a eleição do presidente Macron na França. E que foi surpreendente, quer dizer, porque muitas pessoas imaginavam que seria uma polarização direita-esquerda, como é tradicional na França, né? De um lado a direita lá republicana, de outro socialistas, e de repente uma força nova veio e venceu. Qual é a sua explicação para a vitória do presidente Macron na França? Comment vous expliquez la victoire de Macron en France? En France et à l'étranger. Il dit qu'ici, on croyait qu'une fois de plus, il y aurait cette polarisation droite-gauche, et puis que la réalité a été différente. Comment tu expliques cette victoire de Macron? Il bénéficie d'un... Bon, il a des qualités personnelles. C'est un homme intelligent, c'est un homme préparé, c'est un énarque, ce qui en France est un sésame ouvre-toi, donc il a des qualités personnelles évidentes. En revanche, je pense que ce dont il a bénéficié, c'est que les partis, entre le Parti socialiste, les républicains, ils se sont empêtrés dans un système de primaires ouvertes qui finalement prennent du temps, rendent fragile le candidat qui finalement sort de ces primaires, alors que lui, il n'a pas... Comme d'ailleurs Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas perdu de temps dans des primaires puisque ce sont des candidats partis. Enfin, c'est un parti qui est autour de la figure d'un candidat. Donc, effectivement, il gagne du temps sur cet aspect. Só explicando, ela falou, quer dizer, que, enfim, quer dizer, nessa polarização que se imaginava, quer dizer, tanto os candidatos da direita como da esquerda passaram por primárias e os vencedores das primárias saem fragilizados, porque existe uma disputa interna que é pública. Enquanto o Macron, a Marine Le Pen e o Mélenchon são candidatos pessoais que são praticamente donos dos seus partidos. Donc déjà, et puis par ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui ne se retrouvent, comme il manquait la droite et la gauche, mais que par contre l'extrême droite et l'extrême gauche ont séduit beaucoup de gens. Je pense qu'il y a un vote massif de gens qui ont peur, enfin, ou à droite, ou que ça part trop à droite ou trop à gauche, donc qui se remettent au centre. Donc je pense que ça lui a aussi bénéficié. Mais là encore, c'est bien grâce aux médias français et au monopole médiatique. On a eu quand même Macron et sa femme en photo dans la presse française pendant des mois. Donc il faut... et à la télévision, pareil. Donc de toute façon, il y a une espèce de coalition... qui n'est pas secrète, puisqu'on le sait, enfin, une coalition silencieuse. Ele foi o candidato do sistema, de certa maneira? Coalition financiero-médiatique. Perfeito. Que é une réalité mondiale. Só traduzir então o que ela falou rapidamente, quer dizer, ela dizia assim, quer dizer, que o Macron também foi muito beneficiado pelo apoio maciço
né, dos meios de comunicação e do sistema financeiro, quer dizer, foi uma espécie de candidato oficial, e que a população francesa, quer dizer, com medo da extrema-direita e da extrema-esquerda, se encaminhou para o centro. Bom, eu estive na França durante o mês de maio e vi o comício do Mélenchon lá na République, vi os debates e tal. Embora o Mélenchon fosse um candidato bastante, não sei se chamar radical, mas ele não era um candidato extremista. Ele é um Mélenchon ali, né? Uma velha, toda história política, tem várias, uma história política que eu conheci um pouquinho também. Mas a minha pergunta é, se a gente somar o voto do Mélenchon com o voto do Benoît Hamon, a gente chega a mais do que o voto da Marine Le Pen. O Macron. Não, o Macron no fim estava um pouco mais alto, inclusive. Eu pergunto, por que foi tão difícil unificar essa esquerda? Porque o discurso do Benoît Hamon, lá em Bercy, era um discurso de esquerda, não era um discurso... Não, era um discurso de esquerda, que voltava aos princípios do Partido Socialista, falava do Jean Jaurès, era uma coisa... Estamos ali de volta, né? Por que não deu para unificar? Por que isso aí não sai? Porque, vamos dizer assim, porque o Macron, vamos dizer assim, ele é um sujeito, mas claramente ele vai fazer um governo que vai tirar benefícios de trabalhadores, ele vai fazer um governo centro-direita. Sabe? Por que não deu? Assim, que você como quadro, como tem experiência, por que você acha que não deu? Alors, pour faire une alliance, il faut être deux à être d'accord. Et d'abord, je pense que Mélenchon n'a jamais eu l'intention de passer un accord avec Hamon. Il pensait qu'il gagnerait, donc il va passer des accords avec personne. Et puis, il faut le dire, je sais que c'est désagréable, mais les gens de la France Insoumise se sont, durant toute la campagne, tous les jours sur la page de Benoît Hamon, l'ont insulté copieusement, ces gens-là. Moi, je peux en témoigner, puisque je suis candidate socialiste. J'envoie des messages à toute la communauté française en Amérique latine, et je reçois 2 types de mails d'insultes, du Front National et de la France Insoumise. Donc, s'il y a bien, et d'ailleurs Mélenchon l'a dit, s'il y a bien quelque chose auquel il se consacre, c'est à essayer de faire mourir le Parti Socialiste. Donc je pense, moi, comme socialiste, que moi, par exemple, je n'étais pas du tout favorable à ce qu'on fasse une alliance avec Mélenchon, même s'il l'avait accepté, parce qu'effectivement, je ne me sens pas représentée par un certain nombre d'abord de ces propositions. Tout simplement pourquoi? Parce que je trouve que Benoît Hamon, non seulement a un discours de gauche, mais a un programme de gauche. Il a un programme de gauche qui est faisable. C'est pas la peine, encore une fois, de générer autant d'attentes sur des réformes qui après n'existeront pas, comme je considère que l'a fait Mélenchon. Les choses, c'est pas possible de le faire. Et je pense que les gens ont maintenant besoin de représentants politiques qui leur disent la vérité. Il faut toujours faire le pari de l'intelligence de l'autre et lui dire jusque-là on pourra le faire. Et ça, en fait, c'est pas possible. Donc, je pense que de toute façon, ce qui nous est arrivé aussi au Parti Socialiste, c'est qu'à la fin, avec ce discours justement du vote utile, on a dit aux socialistes, bon, pourquoi vous allez voter pour un candidat qui ne va rien faire? Votez directement pour Mélenchon. Il a bénéficié de toute façon d'un report de voix de nombreux socialistes. Moi, en ce qui me concerne, j'estime que la loyauté, c'est un principe de gauche en politique. Et en tout cas, moi, j'ai fait la campagne du candidat Hamon. J'ai voté Hamon. J'ai vu qu'il y avait maintenant des t-shirts. Je crois qu'il a eu 6,2. Il y a maintenant des t-shirts. Je suis 6,2. Et depuis, je suis 6,2. Só traduzindo aqui, ela falou uma coisa interessante. Que partido do Mélenchon, la France insoumise, a França insubmissa, a França que não se submete a nada, quer dizer, extremamente radical, e que ela, como socialista, quer dizer, ela recebia agressões da extrema-direita, do Front National, e recebia agressões da França insubmissa, e que seria muito difícil qualquer tipo de acordo posterior, dada a atitude da esquerda radical. E também, quer dizer, ela coloca, quer dizer, que essa esquerda, muito à esquerda na França, de certa maneira, como é que eu diria, menospreza a inteligência alheia e, de certa forma, promete coisas que não são alcançáveis, na visão dela. Mas eu queria colocar uma última questão para a gente fechar, se a senhora está otimista ou não com o governo Macron. Porque existe houve uma sensação de alívio na Europa, porque se a Marine Le Pen tivesse vencido, seria para muitos o fim da Europa. Agora a gente já sabe, a Europa não vai acabar, mas a França vai ter um bom destino com Macron?
Je pense que ce sur quoi on est sourd et on n'avance pas, c'est que quand même, bon, il y avait eu son père en 2002, de Marine Le Pen, maintenant il y a eu elle, et de toute façon, une fois qu'on est soulagé, on oublie que quand même, il y a des gens qui amènent des candidats d'extrême droite au deuxième tour, et qu'on devrait vraiment réfléchir, avant d'attendre 5 ans, sur pourquoi autant de Français votent pour Marine Le Pen. Alors, elle parle certainement de sujets dont personne ne veut parler. Après, elle y apporte de très mauvaises solutions. Et puis, ça fait 30 ans qu'ils disent la même chose. Alors qu'en 30 ans, le monde a évolué. Donc, déjà ça, c'est un mauvais signe. Mais en tout cas, je trouve qu'on ne s'occupe pas après, entre deux périodes, où on fait le front républicain. Ça, pour une première chose. Le gouvernement de Macron, à mon avis, le moindre mal qui va nous arriver avec Macron, c'est qu'on va rester immobile. Parce qu'en fait... Enfin, on peut toujours, il y a cette espèce de pragmatisme un peu anglo-saxon de dire il faut prendre ce qui est bien. C'est le risque. Il faut prendre ce qui est bien à droite, il faut prendre ce qui est bien à gauche, l'important c'est ce qui est bien. Enfin, bon, tout ça c'est très anglo-saxon. Enfin, c'est très. Mais je suis pas sûre qu'en France ça fonctionne. Et en fait, les forces vont s'annuler parce que moi, je suis pas très optimiste sur la réalité d'un gouvernement avec un peu de droite, un peu de gauche, un coup on passe à droite, un peu on passe à gauche. Maintenant, moi, si je suis élu dans cette Assemblée nationale-là, on va avoir affaire à des gens qui ne sont pas du tout préparés, puisqu'il y a beaucoup, là on voit sur les candidats législatifs, beaucoup d'improvisation. Parce que cette fameuse société civile, enfin, il faudrait quand même que quelqu'un à un moment dise, mais qui c'est la société civile Moi je considère que dans la mesure où j'ai une vie professionnelle et que je suis candidate à une élection politique, je suis donc la société civile. Je comprends ça comme ça. Qu'est-ce que c'est cette société civile? Donc on va se retrouver à l'Assemblée nationale avec des gens qui n'ont aucune préparation politique, qui n'ont jamais participé ni d'un parti politique, ni d'une association, ni pour les parents d'élèves, ni pour leur quartier, enfin qui n'ont aucun sens du collectif, qui est quand même tout à fait, enfin la nature même de l'action politique, c'est le sens du collectif. Donc on va avoir affaire à ces gens-là. En ce qui me concerne, si je suis élu, je considère qu'il faut ni être dans la critique systématique, c'est pas non plus productif, ni dans le soutien de BA. Donc sur toutes les questions sociales, je pense que comme socialiste, comme élu socialiste, il est hors de question qu'on accompagne le gouvernement sur des questions, sur des lois qui pourraient porter atteinte aux droits des personnes, aux droits des travailleurs. Toute la question sociale, il faudra être extrêmement vigilant pour ne pas rendre encore plus facile tout ce capitalisme sauvage et toute cette dérégulation qui nous arrive avec la mondialisation. Et par ailleurs, si le gouvernement a des propositions sur lesquelles on peut être compatible, des propositions transversales sur des sujets de société, par exemple, au contraire, je trouve qu'il faut là faire en sorte de voir l'intérêt général, qui est de faire avancer ce pays et de faire avancer la population. Bom, traduzindo aqui, quer dizer, então ela falou, quer dizer, que o Macron, de certa maneira, foi mal menor para a França, acha que existe risco de paralisia, quer dizer, porque é governo que vai pegar pouco da direita, pouco da esquerda, pouco daqui, pouco dali, sem uma identidade muito clara, né? E disse também, quer dizer, que ela não é muito otimista sobre esse arranjo que é meio direita, meio de esquerda e que não tem essa direção muito concreta. Além disso, ela comenta, quer dizer, como vai haver uma renovação muito grande na Assembleia Nacional, muitas pessoas serão eleitas com muito pouca experiência, né? Inclusive de muito pouca experiência até de atividade civil, seja em associações de classe, associações de pais, quer dizer, pessoas que jamais tiveram nenhuma experiência coletiva e que vão estar nessa Assembleia Nacional. Mas, de toda maneira, é um mal menor em comparação com o que seria a Marine Le Pen. E ela também comentou antes, quer dizer, que é muito importante que os franceses façam uma reflexão, porque antes da Marine Le Pen já houve o pai, né, que foi candidato, Jean-Marie Le Pen, que teve uma votação importante, quer dizer, por que os franceses votam tanto à extrema-direita. Eu queria te agradecer, Florence, por participar aqui, obrigado pela tradução também. Foi uma entrevista diferente das que a gente costuma fazer, mas interessante porque os brasileiros se interessam muito também pela questão internacional e principalmente pela França, que é um país bastante amado pelos brasileiros. Alors, je vous remercie et je vous laisse la parole. Oui, pour dire simplement que la France considère que les binationaux sont des Français, c'est-à-dire qu'un franco-brésilien, c'est un Français. Okay. Donc, ces franco-brésiliens, par exemple, devraient voter et s'intéresser à ce qui se passe en France, puisque un député comme moi, mon action concernera aussi leur vie de franco-brésiliens, qu'ils soient au Brésil, qu'ils soient en France ou qu'ils soient ailleurs d'ailleurs. Donc il faudrait réussir à ce que ça intéresse davantage les franco-brésiliens qui seront directement concernés par ce qu'on peut obtenir. Le vote, c'est le 3 juin.
La mauvaise nouvelle, c'est que le vote électronique a été supprimé pour cette fois-ci, alors que je sais qu'au Brésil, ça existe depuis très longtemps. Donc ça veut dire que les Français qui ne sont pas près des bureaux de vote ne pourront pas voter, ce qui est quand même une perte dans nos droits, puis on n'est pas dans l'égalité des droits avec des Français en France. En tout cas, pour ceux qui sont près d'un bureau de vote, c'est important d'aller voter, c'est important de s'intéresser à cette élection. Et dans les Amériques, donc au Brésil, elle aura lieu le 3 juin et le 17 juin, le deuxième tour. Parfait. Merci beaucoup. Alors, elle dit que... Bom, desculpa. Ela diz que a votação é no dia 3 de junho, primeiro turno, segundo turno dia 17 de junho, e que é muito importante que os franco-brasileiros participem da votação, porque o franco-brasileiro, ou franco-brasileira, são considerados franceses pela lei francesa. Ou seja, quer dizer, é muito importante que se engajem nesse processo e que se interessem, quer dizer, pela atuação da Assembleia Nacional em relação à América Latina. Muito obrigado e boa sorte. Bonne chance. Merci.